Longue vie et prospérité à toute la communauté ludique. Et oui, aujourd'hui, pour la première et grosse vidéo de la semaine, eh bien, ce sera évidemment le tour de Star Trek. Et quand je dis Star Trek, c'est-à-dire à peu près tous les jeux qui ont existé basés sur cette fabuleuse licence qu'est Star Trek. Voilà, je me suis mis en plus en habit de cérémonie ouais, pour vous présenter cette gamme. J'ai toujours rêvé depuis ma petite enfance de faire partie de la section scientifique voilà, et d'être un astrophysicien qui aborde un vaisseau spatial qui ira on va dire, là où l'homme n'est jamais allé pour justement observer des phénomènes astronomiques fabuleux. Voilà, donc je vais essayer aujourd'hui de vous rendre ma grande passion pour cette licence, pour la licence Star Trek, voilà, qui est une série qui moi m'a toujours enchanté depuis ma plus petite enfance. Comme je vous ai toujours dit, moi j'ai jamais fait vraiment mon choix entre Star Wars et Star Trek. Voilà, j'aime les deux. Je suis même tendance à dire en ce moment que je préfère d'ailleurs la licence Star Trek à la licence Star Wars. Alors bon, voilà, vous pouvez commencer à me jeter des cailloux, je m'en fiche un petit peu. Voilà, c'est une licence malheureusement qui a été trop peu connue pendant pas mal d'années et qui, on va dire, n'a pas eu la portée, à part chez certains, ce qu'on appelle geeks aujourd'hui, en notre contrée de France. Et je trouve cela réellement bien dommage parce que c'est un univers qui a extrêmement, on va dire, de densité, de profondeur, d'intérêt. Un univers donc de SF assez classique qu'on pourrait qualifier donc de space opéra, puisque voilà, c'est un peu la thématique de la semaine. Nous sommes dans les jeux de space opéra. Vous en verrez d'autres d'ailleurs sur la chaîne qui vont suivre comme d'habitude dans les jours à venir. Et donc voilà, on a vraiment affaire, je pense, à un univers tellement riche, tellement dense qu'on peut l'explorer pendant vraiment des années. Dans le cadre du jeu de rôle, c'est une des licences qui est parue tout de même avant même que Star Wars ne paraisse dans nos contrées. Ce qui veut donc dire que voilà, le potentiel tel qu'il a été, on va dire, repéré par les auteurs de jeux de rôle était, on va dire, euh, immédiat et clair et net et évident. Voilà, donc Star Trek lui existe depuis 84. Donc là, ce que je vous présente là ici, c'est la version donc dite Phasa. Donc oui, car à l'époque, la version Phasa, excusez-moi, la version Games Workshop, et donc la version Games Workshop, dont là c'est la deuxième édition, mais la première en fait était, on va dire, chez Phasa, hein, puisque en fait ils ont eu une édition conjointe. Je dis pas de bêtises hein, quand je dis Phasa, parce que Phasa, donc la grande corporation, si je puis dire, d'édition, qui ensuite va faire paraître justement Shadowrun à la fin des années 80, eh ben, a déjà commis Star Trek et donc en plus aussi commis Battletech, hein, donc techno guerrier aussi en termes de, donc c'est Techno Warriors en termes de jeu pour ce qui est de notre passion. Et ils ont en tout cas réussi à avoir la licence Star Trek assez tôt dans les années 80. Et donc Star Trek fait partie en fait quasiment des premiers jeux de rôle de science-fiction, en dehors évidemment de Traveller, de Space Opera, des grands classiques, à être paru dans nos contrées. Alors pour ce qui est de cette édition là, c'est on va dire un système assez classique. Voilà, pour ce qui est de l'univers, on est vraiment dans le contexte donc de la série dite d'origine, The Original Series, comme on le dit, donc la série de la fin des années 60 qui comporte donc seulement deux saisons et quelque chose comme donc c'est une soixantaine, oui c'est ça, ça fait à peu près presque 70 épisodes. Je les ai revus il n'y a pas longtemps mais j'ai pas recompté. Voilà, donc on nous propose un système attribut compétences exprimées en pourcentage, quelque chose de très classique, de très fonctionnel, de très en accord on va dire avec ce qui existait dans les années 80. Euh, la boîte, c'est 3 livrets. Donc la boîte est très grosse par rapport, on va dire, à la taille des livrets. D'ailleurs, elle est très profonde et donc on a l'impression que la boîte est un peu vide. Et il y avait prévu également dans cette boîte, mais malheureusement je ne les ai pas eu quand je me suis procuré cette relique. Il n'y avait pas de les dés qui étaient à l'intérieur, qui étaient probablement donc des dés à 100 faces. Donc on avait, on va dire, un livret pour la création de personnages, un livret pour
on va dire, le maître du jeu. Donc voilà, comment dire, le joueur était le cadet, le Starfleet Officer, c'est donc voilà, tout le système de jeu, le système de combat, système dit d'opération, puisque c'est sous forme d'opération, généralement dont on parle des actions dans le système Star Trek, puisque c'est la terminologie qu'eux utilisent justement dans, dans, la, on va dire, le monde de Star Trek en tout cas. Et donc, après, on a le Game Operations Manual, qui lui va donc être le guide avec les différents scénarios en fait. C'est juste, on va dire, voilà, c'est les scénarios en question. Donc voilà, on avait déjà ça à l'époque. La gamme a été quand même assez pléthorique et assez, on va dire, bien garnie déjà à l'époque. Jusqu'à ce qu'après on arrive, et cette licence-là en fait a été, on va dire, la seule disponible pendant pas mal d'années, avant que donc on arrive dans les années 90, et donc à l'époque des autres séries, donc la série Next Generation, Deep Space Nine et Voyager, qui ont relancé, on va dire, donc dans ces années 90, la licence Star Trek, et qui ont donné lieu donc à d'autres licences, enfin à d'autres achats de licences si je puis dire, et donc d'autres jeux qui sont parus sous nos contrées. Mais avant, puisque j'avais commencé par vous présenter donc le premier jeu de rôle Star Trek, un petit point tout de même pour ceux qui ne le connaissent pas, assez rapide, enfin du moins je vais essayer, sur l'univers. Donc l'univers de Star Trek, comme je vous disais, c'est un univers extrêmement riche et dense. On imagine que nous sommes donc, pour ce qui est de la plupart des périodes, donc à peu près 300 à 400 ans on va dire dans le futur. Donc pour ce qui est de la série de l'Original Series, nous sommes donc en 2000, donc je ne dise pas de bêtises, c'est 2350-60 à peu près, donc c'est à peu près les dates de la Original Series et de la série Discovery, si vous voyez à peu près ce que je veux dire, même si la série Discovery est un peu particulière parce qu'elle est quasiment dans un univers reboot, tel qu'on pourrait le voir, enfin en tout cas au fil des saisons. Là, il y a eu, on va dire, une divergence par rapport à la chronologie officielle, si je puis dire, qui est donc celle de l'Original Series, comment dire, de la série Next Generation, Deep Space Nine et Voyager, sachant que au reboot des films d'Abrams, c'est pour vous expliquer, il y a un reboot complet également de l'univers, pour ce qui est donc de l'univers filmique récent, donc qui date des années 2010, etc. Sachant que la série originelle, Original Series de Star Trek, a eu également, elle, une série de films qui date donc, le premier c'était je crois 79, si mes souvenirs sont bons, ouais, 79-80. Il y a eu donc, si mes souvenirs sont bons, c'est 7 films. Voilà, donc Star Trek, La colère de Khan, À la recherche de Spock, on va dire Retour sur Terre, etc., etc. Je me souviens plus après des titres. Et il y a eu également donc à la suite de la série Next Generation, qui est donc de 87 à 93 si mes souvenirs sont bons. Il y a également eu donc 3 films. Quatre films, pardon, excusez-moi, j'en ai oublié un. Donc sont justement Generation, First Contact, Insurrection et Nemesis, qui clôt, on va dire, vraiment l'arc narratif, et qui va ouvrir en fait, et c'est pour ça justement que je vous conseille de voir, on va dire, la série Next Generation qui est excellente, mais aussi les films, qui va ouvrir en fait et permettre de comprendre justement la série Picard, qui en ce moment en est déjà à sa deuxième saison, donc sur Amazon Prime. Voilà, ça c'est pour à peu près, on va dire, ce que vous allez voir. Bon, en plus là, il y a eu l'annonce et les premiers trailers, donc c'est pour bientôt, de oui, c'est Strange New Worlds, je crois. Donc où là, on voit justement le Captain Pike, qui est donc celui qui a été le premier à avoir entre les mains l'Enterprise, donc avant le Captain Kirk, qui va avoir le droit donc à sa propre série. Alors est-ce que c'est un spin-off de Discovery, d'après ce que j'ai cru comprendre. On verra bien dans quelle mesure, comment ils vont, on va dire, gérer ça au niveau de la chronologie. Mais normalement, ça doit correspondre à ça, puisque, comme je vous ai dit, Discovery, la série, est avant, justement, avant l'original series. Donc tout ce qui s'est passé dans les premières saisons de Discovery correspond donc à la période juste avant, avec après donc Pike qui va être aux commandes de
l'Enterprise, et avec donc ensuite avec donc Spock comme officier scientifique et second, et après donc le Captain Kirk qui lui donc va prendre comment s'appelle les commandes de l'Enterprise, le fameux Enterprise, le premier du nom classe Constitution. Euh, Premier du nom de la classe Constitution, parce qu'il y a d'autres vaisseaux qui ont eu le nom d'Enterprise, et il y en a eu après, mais c'est pas la même classe de vaisseau, c'est pour ça, par exemple, voilà, le vaisseau, on va dire, dans Star Trek Next Generation, est un vaisseau, on va dire, de classe Galaxy, qui justement a aussi le nom d'Enterprise, mais il y en a eu d'autres, hein, puisque après il y a le classe Sovereign Enterprise, donc l'Enterprise F. Enfin oui, il y en aura un F, mais je crois que c'est l'Enterprise. Oui, c'est l'Enterprise E déjà avant. Attention, faut pas se louper, comment dire, dans les lettres, parce que après ils mettent des petites lettres pour différencier justement les différentes classes, classes et noms d'Enterprise. C'est un peu compliqué, hein, j'avoue. Voilà, pour ceux qui ne s'y connaissent pas en Star Trek, c'est pas évident. Voilà, donc ça c'est pour, on va dire, s'y retrouver un petit peu dans les séries. Si vous voulez donc y entrer en douceur, moi je vous conseille quand même, voilà, parce que la série originelle est vraiment vieille, donc vous n'adhérerez pas forcément, on va dire, à des scénarios assez, avec des corps en tout cas et des moyens assez minimalistes. Courez tout de suite sur la série Next Generation, qui est vraiment très bien. Deep Space Nine, qui est encore supérieur, très largement. Voyager, qui elle est un peu en deçà, mais qui a quand même son intérêt par quelques épisodes. Mais les épisodes sont assez, on va dire, inégaux. Discovery, regardez-la, même si bon, certains diraient c'est pas du Star Trek. D'une certaine manière, ça finit par complètement déoter et diverger par rapport à la chronologie actuelle. Donc en plus, voilà, au niveau de donc c'est la troisième saison actuelle. D'ailleurs, j'ai pas vu la fin de la troisième saison actuellement tel que je vous dis. On est vraiment dans quelque chose complètement d'autre, puisque ça se passe techniquement dans le futur. Sans vous spoiler, voilà, ils sont, on va dire, plus de 1000 ans dans le futur. C'est vraiment, on va dire, un autre contexte à, à découvrir, qui n'est pas inintéressant, mais bon, voilà, qui est, je dirais, on va dire, sans grogner, un peu dans l'air du temps, on va dire. Je n'en dirai pas plus. Donc, l'univers de Star Trek, c'est un peu quand même géocentré, hein, faut quand même se le reconnaître. On est dans un monde donc complètement utopique, un monde où la Terre donc a connu plusieurs guerres nucléaires, a connu des guerres dites eugénistes, où donc on le voit ça d'ailleurs dans le deuxième film, hein, donc de la série Abrams, puisque voilà, c'est des thématiques qui sont très clairement, très souvent revues dans Star Trek justement. Voilà, il y a eu des manipulations génétiques qui ont permis de créer en clair des armes, des surhommes, des gens avec des capacités mentales extrêmement avancées, sauf que ils en deviennent des malades mentaux, on va dire, incapables de gérer leurs émotions, et sont extrêmement forts mais extrêmement violents. Donc voilà. Et donc après donc les manipulations génétiques suite à cette guerre qui a ravagé complètement la Terre, qui l'a complètement pollué, qu'on a fait un univers complètement invivable. Eh ben, les créations génétiques en question vont être mises au frigo et envoyées, on va dire, loin, pour s'en débarrasser. Les terriens vont parvenir grâce à donc un personnage assez important de l'univers, Zemfram Cochrane, à inventer donc le moteur à distorsion qui permet donc de voyager techniquement, on va dire, à une vitesse supérieure à la lumière. Mais en fait, dans la technologie de Star Trek, je ne dirais pas de bêtises en disant cela, et je le redis encore, mais en fait, ils créent un champ qui distord on va dire donc la structure même de l'espace-temps. Ah oui, y a quand même des fondations scientifiques qui sont à peu près, on va dire, vraisemblables, même si elles ne sont pas d'une précision, on va dire, et d'une vérité, on va dire, scientifique indubitable. Et donc c'est en créant en fait cette distorsion que ils font on va dire, le fameux effet du tapis roulant, où voilà, comme dans Dune, comme je le disais, c'est pareil, ils replient l'espace. Et en fait c'est ça, ils créent en fait un champ de distorsion qui va permettre en fait de créer une déformation de l'espace-temps, qui va leur permettre en fait, voilà, ils ont 2 points, donc si vous voulez aller du bout de ma main là-bas jusqu'au bout de ma main là-bas, ils vont replier l'espace pour pouvoir justement se déplacer. En fin de compte,
visuellement, pour quelqu'un qui va voir le phénomène, il va avoir l'impression qu'il se déplace à une très très grande vitesse d'un point à l'autre, plus ou moins en fonction de la déformation qu'ils vont faire, donc de distorsion 1 jusqu'à distorsion 10, sachant que dans les dernières séries, les vaisseaux, statistiquement parlant, peuvent aller à distorsion 9,995 à peu près, voilà, pour les plus performants. Le 10 pouvant être atteint visiblement dans certaines circonstances par la technologie Borg, par le le réseau, on va dire, de transwarp Borg, hein, qui lui peut techniquement, on va dire théoriquement en tout cas, atteindre cela et faire quasiment en fait un transfert, on va dire, d'espace dans l'espace on va dire immédiat. Voilà. Bon, ça c'est pour la technologie. Il y a donc la technologie également donc, du télétransport, hein, donc voilà, de la téléportation. Il y a plein d'autres technologies. La plupart des maladies sont éradiquées. Donc là, il faut vraiment des maladies extrêmement rares et exotiques pour trouver, on va dire, des problèmes. Il y a des implants cybernétiques. Donc il y a pas mal de gens qui peuvent être reconstitués ou qui peuvent avoir des implants, comme par exemple Picard, qui lui a eu le droit en fait à un cœur cybernétique. Qui d'ailleurs il lui est changé, hein, le cœur cybernétique. Il a eu ce cœur quand il était jeune. Hein, il a eu une bagarre dans un bar et il s'est fait purement et simplement touché en plein cœur, ce qui l'a obligé, on va dire, à avoir un cœur de remplacement qui va lui être remplacé dans le courant de la série Next Generation. C'est un remplacement standard en fait, hein, d'une certaine manière. On sait aussi d'ailleurs que Scotty, qui lui vit assez longtemps, hein, puisqu'on le revoit après dans la série Next Generation, parce qu'il a été bloqué donc, dans une bulle temporelle, je passe les détails. Lui aussi a eu son cœur remplacé 2 fois, etc. Donc voilà, on a quand même une technologie qui est assez avancée. Bon, la cybernétique, il n'en abuse pas malgré tout, hein, parce que bon, voilà, on voit en plus que c'est assez mal vu, surtout au niveau de leur rencontre avec les Borg, qui est donc cette race extraterrestre qu'on découvre justement dans Next Generation, et qui est après très développée également aussi dans Voyager. euh, que voilà l'interface homme-machine et donc tout ce qui est implant et tout ce qui est, on va dire, autour de l'idée donc du collectif, de la déshumanisation, de l'esprit ruche, etc. C'est quand même, on va dire, quelque chose qui fait très très peur. Et donc on essaye, on va dire, de rester dans la mesure pour ce qui est en tout cas de l'utilisation des implants. Donc ils découvrent le moteur à distorsion. Le fait de découvrir les moteurs à distorsion va leur permettre donc de faire ce qu'on appelle le first contact, c'est-à-dire donc de voir que en fait il y avait un vaisseau à ce moment-là dans notre galaxie, dans notre système solaire, il y avait un vaisseau vulcain qui passait comme ça. Il passait. Et donc ils se disent, oh bah tiens, ils ont la technologie de la distorsion, c'est intéressant ça, on va aller leur dire bonjour. Et donc ils sont venus leur dire bonjour, bonjour, enchanté. Donc ça, on voit la scène justement dans First Contact, hein, qui est le deuxième film de la série Next Generation, puisque donc voilà, pour l'intrigue, voilà, les Borg essayent justement d'empêcher ce First Contact pour éviter que la Fédération n'existe et que la Terre voilà, fasse partie de cette grande ensemble de l'Union des planètes unies, enfin de la Fédération des planètes unies, pardon. Et donc, grâce à cette rencontre, les Vulcains plus donc d'autres races extraterrestres, donc que sont les Centauriens, donc la race quasi humaine qui ressemble tellement à des humains, l'Alpha du Centaure, les Tellarites, les Bétazoïdes, les Bolianes, donc les Vulcains. Donc toutes ces premières, les Andoriens qui sont au départ des ennemis, mais donc c'est ceux qui sont tout bleus avec des antennes. On voit qu'ils sont encore, on va dire, tangents, ne serait-ce que dans la série, comment dire, l'original series. Mais ils rejoignent également la Fédération, alors qu'au départ, bon, il y avait des bisbis, tout de même. On crée la fédération, évidemment, c'est la Terre qui est, on va dire, choisie pour être le centre, on va dire, de la diplomatie de la fédération, qui va également abriter le centre de formation, l'académie de formation donc de Starfleet, qui est en fait la flotte normalement de paix. Je dis bien de paix, hein, qui doit justement aller à explorer la galaxie, mais également faire de la diplomatie, faire également régner une forme de sécurité également par l'intermédiaire de leurs vaisseaux qui ne sont
des vaisseaux armés, mais qui sont pas là pour faire la guerre. Si, je vous jure, hein, c'est pas vrai, hein, on n'est pas là. C'est un peu hypocrite ce que je dis, mais on est quand même pas loin là-dedans. C'est en clair, voilà, la fédération est là pour protéger quand même tous les membres de ces, enfin toutes les planètes membres, et leur éviter évidemment d'être enfin, de leur éviter, on va dire, les conflits majeurs avec les autres races extraterrestres qui, elles, ne veulent pas justement rejoindre la Fédération. Donc on a voilà, les Gorn, qui sont des créatures, on va dire, des gros lézards, on va dire, qui n'ont pas l'air très intelligents, qu'on voit, on va dire, dans l'original series. On les revoit un petit peu, on va dire, dans d'autres, mais pas beaucoup. Il y a également donc leurs deux plus autres gros ennemis qui vont devenir plus ou moins des alliés à la suite, donc c'est-à-dire les Klingons, évidemment, donc cette société de guerriers qui est extrêmement intéressante, qui est très bien développée d'ailleurs au niveau de leurs coutumes, de leur histoire, et je vous conseille, c'est dans Star Trek, dans les premières séries, et surtout la première saison de Star Trek Discovery. Donc les Romulans, qui sont donc une race, on va dire, jumelle de celle, on va dire, des Vulcains, sauf que eux ont choisi une autre voie, là où les Vulcains ont choisi la voie, on va dire, de la paix, de la logique, on va dire, du contrôle de soi, du contrôle des émotions. Les Romulans, eux, Romulanais, enfin bon, ça dépend, il y a plusieurs traductions, mais Romulanais c'est vraiment très moche, ont décidé, eux, de justement plutôt la voie, on va dire, guerrière, la voie des émotions, on va dire, fortes, qui les amène, on va dire, on va dire, à l'agressivité, on va dire, de manière assez générale. Il y a donc également l'espace des Cardassiens. Donc là, cette race-là est développée dans justement Deep Space Nine, puisqu'il y a la guerre avec Cardassia. En plus donc des Bajorans. C'est une petite planète en fait qui était juste une colonie opprimée, on va dire, de Cardassia, et qui va changer de statut parce que il y a donc un vortex, un trou de verre qui va apparaître. C'est vraiment le postulat de base, hein, de Star Trek Deep Space Nine, hein, je vous révèle rien, qui va permettre en fait de voyager très loin justement dans un autre cadran, puisque donc je vais vous montrer la carte, ce sera quand même plus simple à comprendre. Donc le comment ça s'appelle? Ah mince, il faut que j'arrive à retrouver la carte. La carte elle est là, avec l'écran de la version de Star Trek Adventure. Il faut que j'arrive par contre à la retrouver rapidement. Elle est là. Donc on imagine que notre galaxie est une grosse galette, et cette galette elle est divisée en 4 cadrans. Voilà, donc ça ressemble à peu près à ça. Donc la Terre évidemment est le centre de cela. Donc là vous avez l'Empire Klingon, les Romulans qui sont ici, les Cardassiens ils sont dans le coin là-bas. Et donc c'est divisé en 4 cadrans, donc on fait comme si on faisait, on va dire, de droite, pour faire un repère orthonormé, comme on dirait en mathématiques, avec alpha, bêta, gamma, donc gamma, delta. Voilà, donc vous avez à chaque fois, donc oui, alpha c'est bien ici, bêta, gamma, delta. Voilà, donc c'est ça. Donc c'est dans ce sens-là, hein, c'est dans le sens anti-horaire, ou dit sens trigonométrique, normalement. Et donc on a voilà, les différentes sections en fait justement de l'univers qui sont définies par ces cadrans. Et donc justement ce vortex permet de voyager très loin donc dans le cadran, donc c'est dans le cadran de gamma, hein, normalement, si je ne dis pas de bêtises, ou le delta. Ouais, dans le delta c'est là où est envoyé le Voyager, et gamma donc c'est là où se trouve en fait l'espace d'une race extrêmement hostile, qu'on appelle donc le Dominion, avec donc les anciens, qui sont des créatures change-forme, dont on voit, là c'est développé dans Deep Space Nine, et ils ont des races qu'ils ont créées, donc voilà, les Vorta et les Gemadar, les Vorta étant leurs diplomates, les Gemadar leurs guerriers, et qui vont justement mener une guerre en fait contre la Fédération, en utilisant les Cardassiens, on va dire, comme supplétifs d'une certaine manière, alors qu'eux ressortent déjà d'années de guerre où ils ont été complètement mis sur la paille, si je puis dire. Voilà, donc ça c'est ce qui est développé dans Deep Space Nine au niveau de l'univers.
Donc globalement, on est là-dedans. Dans la situation donc dans Original Series, les deux ennemis, on va dire, ce sont vraiment les Romulans et les Klingons principalement, jusqu'aux on va dire 2293 normalement si mes souvenirs sont bons, où donc on a ce qu'on appelle les accords de Khitomer signés justement par, par, par le Captain Kirk, malgré le fait que son fils ait été tué justement par des Klingons, parce qu'il a vraiment une haine féroce envers les Klingons à cause, on va dire, de cette chose, mais ça c'est raconté dans les films. Mais il fait signer quand même, il évite, comment dire, un attentat contre justement les représentants, les diplomates Klingons, parce qu'il y a certains Klingons qui ne veulent pas évidemment signer la paix. Et ça permet quand même un accord de paix tacite euh, entre les différentes parties, donc entre la Fédération et les Klingons. Bon, les Klingons restent en guerre évidemment contre les Romulans parce qu'ils les aiment pas non plus. Ce sont deux races d'ailleurs qui sont les seules à disposer de la technologie dite de l'occultation qui leur permettent donc de masquer leurs vaisseaux. Et la fédération, à cette occasion, est obligée d'ailleurs de dire qu'ils ne doivent pas utiliser cette technologie, que c'est interdit, que voilà. Bon, après, il y a des petits coups de canif dans le contrat régulièrement dans la série, et on voit plein de vaisseaux en fait avec des systèmes d'occultation qui normalement ils ne devraient pas avoir. Bon, ça c'est une petite chose, mais ça fait partie de la petite saveur de Star Trek un petit peu. Voilà. Et donc après on a donc tout cet arc comment dire de guerre donc contre les Cardassiens, contre le Dominion exposé dans Deep Space Nine. À partir donc de Next Generation, évidemment, il y a aussi la menace Borg qui arrive. Donc là, ils arrivent en masse donc du Caldran Delta, hein, si mes souvenirs sont bons. Il faudra que je revoie, hein, parce que à chaque fois, entre le Caldran Gamma et Delta, j'ai un doute. J'inverse les deux. Je vous redirai ça quand on va revoir les suppléments. Et donc ils arrivent, il y a une grosse bataille donc à Wolf, donc c'est Wolf 359 je crois, enfin bon c'est au niveau d'une étoile en fait, donc c'est une des étoiles de la constellation du Loup. Toute la flotte quasiment de la Fédération est complètement détruite suite à cette première bataille contre les Borg, et donc après bah, évidemment il va falloir qu'on fasse quelque chose pour justement, on va dire, contrer les Borg. Ce qu'ils arrivent à faire hein, grâce à justement Jean-Luc Picard qui lui entre-temps a été assimilé par les Borg mais qui a réussi à être sauvé et qui va justement euh, réussir grâce à cette connaissance-là à avertir justement la fédération et à leur donner les armes pour lutter contre les Borg et contre la reine Borg qui sera définitivement on va dire détruite dans l'un des films justement Next Generation, euh, donc dans le film First Contact justement, et également contré très largement dans la série Voyager, puisque là les Voyager vont réussir purement et simplement à éradiquer la menace Borg de manière à peu près définitive. Bon, on verra après dans la série Picard que c'était pas aussi on va dire, aussi clair que ça. Mais là, je vous laisse regarder la série Picard, en particulier la saison 2, voilà, qui est en cours, à l'heure où je tourne cette vidéo. Donc voilà, ça c'est à peu près globalement pour l'univers. Donc voilà, j'ai passé un petit quart d'heure à vous exposer on va dire, quelles sont les grandes thématiques. Donc les grandes thématiques de façon de l'univers, c'est vous pouvez faire vraiment de l'exploration, voilà, découvrir des mondes inconnus, comme dit l'adage dans l'original series, et aller là où l'homme n'est jamais allé avant. Euh, vous pouvez également faire beaucoup donc, de militaires, de diplomatiques. C'est prévu aussi pour ça. On joue souvent dans tous les jeux que je vais vous présenter là dans le cadre de Starfleet, mais il y a possibilité de jouer hors cadre Starfleet. Il y a certains jeux qui s'y prêtent mieux que d'autres d'ailleurs pour jouer hors du cadre Starfleet et donc jouer des marchands, des mercenaires, des baroudeurs, des explorateurs, etc. C'est possible, mais bon, évidemment, l'intérêt de jouer à Star Trek, c'est de jouer dans le cadre Starfleet. Alors certains diront, oui, c'est un peu contraignant, c'est un peu, on va dire, un cadre quand même très militaire, hein, faut quand même le reconnaître. Hein. Donc voilà, faut suivre les ordres, on a un grade, on a une structure, faut respecter la chaîne de commandement. On a donc des directives également à respecter, donc en particulier la fameuse directive première, la Prime Directive, qui dit que donc bah,
les membres donc de Starfleet n'ont pas le droit d'intervenir dans une civilisation s'ils n'ont pas, on va dire, le niveau technologique suffisant pour pouvoir prétendre à rejoindre la fédération. Donc voilà, s'ils sont, on va dire, d'un niveau inférieur, mais même s'ils sont menacés par une catastrophe naturelle et tout, ça donne toujours, on va dire, des situations, on va dire, qui sont à la limite un petit peu de la, on va dire, de la légalité pour ce qui est en tout cas des gens de Starfleet. On voit souvent ce genre de situation. Bah voilà, leur planète, on va dire, va exploser, enfin va disparaître à cause de l'explosion d'une supernova. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on sauve la civilisation qui est sur cette planète, alors que pourtant ils n'ont pas la technologie pour pouvoir, on va dire, eux-mêmes se prendre un vaisseau et quitter leur planète? Voilà, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben voilà, c'est des questions, ce genre de questions éthiques, ce genre de questions que vous allez, auxquelles vous allez répondre justement en jouant à Star Trek. Alors donc, je vous avais déjà donc montré la version dite donc FASA ou Games Workshop, hein, puisque donc la version FASA c'est la version américaine et la version Games Workshop, donc c'est une version anglaise hein, du même jeu en fait, qui est paru à l'époque où Games Workshop faisait du jeu de rôle. Et oui, c'était une belle époque. Et donc ensuite, nous avons eu, dans les années 90, tout d'abord, le premier du genre, si évidemment il m'embête, ça va pas le faire. Donc la version dite Last Unicorn Game, qui est parue, donc c'était dans la deuxième moitié des jeux des années 90. Je vous retrouve la date tout de suite dans mes notes, si j'arrive à me retrouver dans mes notes. Alors, dans mes notes, Star Trek, elles sont où? Donc c'est Star Trek version dite Icons. Voilà, donc système Icons de chez Last Unicorn Game. Alors, c'est pas celui-là le premier. Le premier, c'est Next Generation. Donc moi, j'avais été extrêmement joyeux, si je puis dire, de voir voilà, un nouveau jeu de Star Trek, surtout sur Next Generation, paraître. Donc là, on est dans 98 pour la première édition. Donc c'est le premier du genre. Hein. Donc on est sur des livres vraiment tout couleur, vraiment magnifiques. Là, on est sur quelque chose comme parce que le livre est très très gros, très très dense. Hein, c'est du papier glacé. On s'est pas fichu de notre tête, c'est le cas de le dire. 310 pages à peu près. Un système, je trouve moi, très très simple, que ce soit pour les combats de vaisseaux ou pour on va dire, la gestion des actions qui est très très abordable, dans la mesure où, voilà, ça c'est la feuille de personnage en couleur. Donc on a des attributs, donc fitness, coordination, intellect, presence, psy. Chaque grosse catégorie et après subdivisée en deux avec des bonus. Donc vous pouvez avoir un bonus plus ou moins développé qui va de plus 1, plus 2, je crois, un maximum, dans un ou deux, des deux aspects. Par exemple, fitness, qui est donc votre constitution physique, voilà, est divisé en vitalité et en strength, force. On jette autant de D6 que, on va dire, l'attribut plus l'aspect, et on garde le meilleur dé pour l'ajouter à la valeur de la compétence, qui va généralement jusqu'à 5 maximum, sachant qu'il y a évidemment une compétence générale et des spécialisations. On a des avantages, désavantages classiques, et en fonction évidemment de la marche que l'on fait, on fait des petites cases, comment dire, on a des cases de blessure qui correspondent, plus on remplit les cases, à des niveaux de blessure, évidemment, qui vont jusqu'à la mort. Moi, je trouve que voilà, pour être celui que j'ai utilisé, on va dire au tout début, quand j'ai commencé à jouer à Star Trek, moi je trouve que c'est vraiment le système que j'ai trouvé le plus simple d'emploi et vraiment le plus sympathique. Les données à l'intérieur du bouquin pour ce qui est de l'univers sont vraiment tout à fait suffisantes. Si vous connaissez la série, rien qu'avec ça, vous pouvez vraiment très largement vous en sortir.
Si vous donc vous avez la possibilité de vous le procurer, que vous aimez, il n'a jamais été traduit en français évidemment, c'est la version que je vous conseillerais pour jouer de nos jours. Parce que moi je trouve que voilà, le système de jeu est très très pratique et très sympa. Bon, par contre il n'est pas en français, donc si vous voulez du français, bah, il faudra vous rabattre sur à ce jour le seul de la gamme Star Trek qui a été traduit en français. Je veux parler évidemment de Star Trek Adventure, dont je vais vous parler dans un instant. Alors, le deuxième de la série à être paru, c'est Deep Space Nine. Donc là, on a le même système de jeu, sauf que le cadre qui vous est proposé, évidemment, et qui vous est décrit à l'intérieur, donc on a c'est le même background, sauf qu'ils vont faire un focus plus précis donc, sur ce qui est donc, déjà de la fameuse station Deep Space Nine. Donc elle est décrite en détail avec tous ses PNJ. Donc vous entrez vraiment là dans le cadre de la série de manière extrêmement, on va dire, précise. Et vous avez tout le contexte de la guerre des Dominions, année par année, donc saison par saison de la série, qui vous est décrit, donc qui vous permet de revivre, on va dire, cette excellente série qui, moi, je trouve, et bon, de beaucoup, on est tous, de toute façon, on s'accorde tous là-dessus. C'est la meilleure série Star Trek à ce jour, je pense. Donc, si vous voulez vraiment rejouer dans un contexte, donc là où on n'est pas dans l'exploration spatiale, on est dans la gestion donc d'une base spatiale, dans la gestion donc aussi bien on va dire technique que diplomatique que on va dire aussi guerrière voilà militaire de la situation donc de la fédération avec les Bajorans qui veulent pas rejoindre la fédération, le fameux vortex également à gérer, les Cardassiens, donc le Dominion qui nous embête et plein d'autres choses. C'est vraiment voilà, c'est l'ambiance station, donc là c'est un huis clos d'une certaine manière. Ah bon, vous n'êtes pas dans un huis clos total, hein. Vous pouvez quand même prendre un vaisseau et aller faire des petits trucs dans les coins à côté, puisque bon, il y a la zone, la zone, on va dire, frontière entre justement l'Empire cardassien et la Fédération, qui est une sorte de zone contestée, où certains colons, comment dire, n'ont pas souhaité on va dire, être déplacés suite aux accords où donc certaines planètes ont été redonnées à l'Empire cardassien, ce qui fait que concrètement ils ont pris le maquis et donc ils sont devenus justement un groupe de résistants, on va dire, que la Fédération chasse tout autant que les Cardassiens, puisqu'ils ne respectent pas les traités qui ont été signés. Il faut croire que, voilà, faut quand même se dire que la Fédération, c'est pas des gentils, hein, sur beaucoup d'aspects. Ils ont quand même donc une section, donc la section 30, c'est la section 31, qui est voilà, leur système de espionnage, renseignement, contre-espionnage, qui sont vraiment des gros enfoirés, qui font des trucs, on les voit d'ailleurs, hein, on en parle dans Next Generation, mais on en parle aussi donc dans Deep Space Nine, on en reparle après dans Discovery, évidemment. Quand je dis section 31, c'est peut-être section 21, je sais plus. Bon, en tout cas, c'est voilà, le nom d'une section. Là, le chiffre, enfin le nombre ne me revient pas en tête. Vous ferez le changement par vous-même quand vous m'écouterez, si vous vous en souvenez. Je crois que c'est section 21. Ouais, ça doit être ça. Je confonds avec une autre section 31 qui elle est réellement existé et qui est en rapport avec la Seconde Guerre mondiale, c'est pour ça. Donc, le contexte de Deep Space Nine est vraiment, vraiment voilà, celui que je vous conseille. Le bouquin en plus est vraiment complet lui aussi, tel que vous l'avez. La gamme, il y a eu quelques petits suppléments, donc à chaque fois je vous le montre pas, mais bon, il y a un écran avec des scénarios. Si vous connaissez la série, si le système, on va dire, est le même que dans Next Generation, est vraiment très très pratique. Voilà. Donc ça, c'est pour le deuxième donc, de la série des jeux donc dites en système Icons chez Last Unicorn Game, LUG. Et le troisième qui est paru, il devait y en avoir 4. Donc là c'est sur le original Series. Donc là vous avez le livre de base, donc avec aussi un écran. Donc là on est dans une mise en page beaucoup plus désuète. Ils ont vraiment voulu faire comme on va dire dans la série des années 60. Donc ils ont fait une mise en page vraiment minimaliste et assez rétro. Donc là c'est vraiment pour jouer dans le contexte. Donc tout est revu et corrigé aussi pour pouvoir jouer avec les vaisseaux de l'époque, évidemment avec leurs performances techniques de l'époque. Là où dans Next Generation et Deep Space Nine c'est la même période quasiment, donc on va dire les vaisseaux déjà avec une technologie plus avancée. C'est le même système de jeu que les deux premiers. Et on devait avoir normalement justement Voyager qui devait paraître
Et ça devait justement. Alors non, celui-ci est sorti avant, hein, je les ai inversés. Mais pour moi, ça paraissait tellement logique. Next Generation est le premier à être sorti. Celui-là, c'est le deuxième. Le deuxième, Original Series, il est de 99, de 99 et Deep Space Nine, bah, il est aussi de 99 en fait. C'est pour ça qu'ils se sont vraiment succédés à quelques mois d'intervalle. Et donc il devait y avoir ça. Il y avait la publicité qui était dans le premier bouquin, je m'en souviens. Il y a eu beaucoup de suppléments surtout pour cette gamme, pour la gamme Deep Space Nine. Les autres n'ont pas vraiment eu le temps d'avoir beaucoup de suppléments. Mais il y avait bel et bien donc la preuve, la publicité qui disait que donc de février 2000 devait sortir justement Voyager. Voilà. Donc comme je vous dis, avec l'écran. Et j'avais eu un supplément, c'est un Player's Guide qui permettait, on va dire, d'ajouter plein de petites règles, etc. Mais bon, c'était loin d'être super utile. Les livrets avec l'écran, il y avait donc souvent des scénarios, aussi il y a comment ça s'appelle, des recueils de scénarios holodeck, plein de suppléments en fait. Il y a plein de choses également en PDF qui sont encore obtenables. On peut obtenir par exemple un bestiaire entre guillemets, donc un catalogue de races, justement en système icons, les caracs des PNJ majeurs aussi. Sachant que là vous en avez on va dire évidemment les majeurs qui sont dans les bouquins, mais si vous voulez un petit peu plus de PNJ, ceux qu'on rencontre dans les différents épisodes de la série, on a justement comment dire, ces suppléments qui existent en PDF, qui sont encore trouvables normalement si vous cherchez bien sur le net. Ensuite, quelques années plus tard, puisque la licence change de main assez régulièrement, là on a chez... Donc là c'était chez Last Unicorn Game. On a une nouvelle version de Star Trek chez Decipher. Decipher qui lui est surtout connu, on va dire, pour le jeu de cartes au départ. Donc il a fait le jeu de cartes Star Trek. Je vous le montrerai dans une autre vidéo, probablement en live, quand je parlerai un petit peu des jeux de cartes. Et donc Star Trek dit en système Coda. Voilà. Donc Star Trek en système Coda, c'est celui-ci. Donc c'était une très très belle version au niveau, on va dire, du design des livres. Ils sont très très beaux. Au niveau également de la manière dont est développé l'univers, c'est vraiment très très bon. C'est à partir donc de 2002. Il y a eu donc quelques suppléments malheureusement, il n'y en a pas eu énormément. Donc c'était divisé en un Player's Guide et un Narrator's Guide. Donc voilà, là tout le système de jeu et la création de personnages qui vous sont décrits ici. Donc on a affaire à des livres vraiment pareil aussi, papier glacé tout couleur, avec voilà, une mise en page tout à fait sympathique, avec plein de photos évidemment des séries, des films. C'est très très sympa. Donc voilà, par exemple vous avez les Ferengi. Donc oui, parce qu'il y a donc voilà, la race extraterrestre qui est, on va dire, une société tournée autour du commerce et des règles justement du commerce, qui est extrêmement intéressante. Les Cardassiens dont je vous parlais. Donc là, vraiment tout est décrit, voilà, les Bajorans, etc., etc. Donc évidemment, on nous décrit les races, voilà, des personnages pré-tirés. Alors le système Coda, lui, c'est un système, on va dire, basé sur le jet de 2d6, 2d6 open, ce qui veut dire que vous pouvez rajouter un d6 si jamais vous faites un 6 sur l'un des 2d. Vous êtes défini donc par des caractéristiques assez classiques, donc des attributs, force, agilité, intellect, vitalité, présence, perception. Vous avez en quelque sorte des réactions qui sont comme un peu des jets de sauvegarde. L'initiative, votre défense qui est 7 plus on va dire les bonus, donc c'est la difficulté pour être touché. Et vous avez donc des pléthores de compétences évidemment. Bon, ça c'est assez classique, hein, c'est un système attribut compétences. Sauf que là, vous allez jeter en fait vos 2d6, vous allez les ajouter et ajouter donc la valeur de votre compétence. Donc voilà, et vous devez battre une difficulté
comme on va dire dans l'autre système, sauf que l'autre système, on gardait le meilleur dé de la poignée de D6 et on rajoutait un bonus. C'est juste ça la différence. Et là, donc, c'est un système open. Là où on va dire dans le système Lug, c'était pas open. Et donc, on reste sur des systèmes de résolution qui sont vraiment pas compliqués. Pareil, là, je trouve qu'au niveau de gérer les vaisseaux, la technologie, c'est quand même bien fichu. C'est très abordable, moi, je trouve, pour des jeux de SF. Il y a quand même énormément de volonté, en tout cas pédagogique et d'accessibilité du système. Donc là, on a le livre qui est plutôt donc destiné au narrateur, où on va vous donner donc des conseils, on va vous décrire le système, les différents systèmes de combat terrestre, système de combat de vaisseau, etc. Là, il est un peu plus quand même cossu que le système d'engagement qui est dans la version Last Unicorn Game. On va nous décrire évidemment les vaisseaux avec toutes leurs caractéristiques. C'est réellement le point fort, comment dire, de cette édition-là. C'est qu'on a vraiment des descriptions qui peuvent servir pour d'autres jeux de rôle, justement de tous les vaisseaux de la Fédération et d'autres. C'est vraiment pour ça que j'aimais beaucoup cette version, parce qu'elle est vraiment très très bien illustrée, voilà, avec la description également des différentes races, donc les Orions, les Romulanes, etc. etc. Donc vraiment, on avait quelque chose de sympathique et de facile d'emploi de mon point de vue. Bon, après, le système Coda, c'est peut-être pas, on va dire, le meilleur système de résolution, parce que comme je vous ai toujours dit, jeter un certain nombre de dés, que ce soit un D20 ou autre chose, plus bonus, même si là c'est 2D6. Donc 2D6 en termes de probabilité, c'est quand même un petit peu plus intéressant. Ça fait une courbe de Gauss qui est un peu plus, gérable, je trouve, que le D20. Là, je vous montre l'écran qu'elle est avec. Les écrans sont jamais, on va dire, vraiment beaux, vraiment moches. De toute façon, c'est des images souvent de la série, des séries ou des films. Donc c'est plutôt sympa. Et donc voilà, moi c'est une version en tout cas que j'ai surtout utilisé comme ressource. Je ne l'ai pas utilisé avec son propre système de jeu, puisque j'utilisais déjà le système Last Unicorn Game. Bon, les quelques fois où j'ai joué à Star Trek, il n'y en a pas eu énormément de fois. Malheureusement, j'aimerais bien que ça soit un peu plus le cas. Au niveau des suppléments, donc on avait un Starfleet Operation Manual, un grand classique. Donc là, on vous donne des conseils en plus, on va dire pour des conseils sur la technologie, des professions supplémentaires, des compétences, des détails, pour vraiment, on va dire, enrichir vos personnages et faire des choses un peu plus précises. Le guide sur les Starships est vraiment très 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 intéressant pour celui-ci. Voilà, donc vous avez vraiment la description de toute la technologie des vaisseaux et vraiment la totale sur tous les différents vaisseaux. Il y a même des historiques, on va dire, de chaque vaisseau qui ont porté, on va dire, qui ont eu un nom dans cette classe. Ça peut vraiment être très intéressant parce que la plupart des données en question sont tirées de la série. Et moi, je sais que je les ai utilisées pour créer des scénarios, pour enrichir mon univers avec des vaisseaux qui ont réellement existé et qui pouvaient donc justement exister à cette époque-là. Donc voilà, par exemple le classe Excelsior. Donc il y a eu justement dans le classe Excelsior, c'est dur à dire, un USS Enterprise, et donc le fameux USS Enterprise, donc c'était le C, si mes souvenirs sont bons. Oui, c'est ça, c'est l'Enterprise. Ah non, c'était le B, pardon. Je dis des bêtises. Oh là là. Voilà, le Galaxy Class, donc là l'Enterprise D. Là, ça, par contre, j'en suis sûr. Etc., etc. Donc vous avez ça pour tous les vaisseaux de la Fédération, mais également pour les vaisseaux ennemis. Où donc vous allez avoir, par exemple, là, les vaisseaux cardassiens, ils se reconnaissent, ils ont une forme pas terrible, moi je les trouve pas très jolis. Les vaisseaux Romulan, donc les fameux oiseaux de proie Romulan, le fameux classe d'Eridex, qui est un très très gros vaisseau, ce qu'on appelle donc un oiseau de guerre, qui est vraiment, c'est un vaisseau qui est une vraie plaie, comment dire, pour on va dire un vaisseau de Starfleet. Voilà, le premier Bird of Prey des Romulans justement, qui fait l'objet d'un épisode dans la Original Series. C'est un épisode de track qui est assez haletant.
même si bon, voilà, ça reste la série d'origine. Et donc le dernier supplément qui était paru pour cette gamme, c'est la série Aliens. Donc là, on vous décrit toutes les races extraterrestres, donc avec plein de détails sur plein de choses. Plein de. Alors des races un peu plus, on va dire, euh, qu'on voit pas beaucoup dans la série ou qu'on voit dans un épisode. Mais sinon, vous avez tout, hein. Tout sur les Borg, tout sur on va dire les Cardassiens, tout sur. Voilà, mais vous avez quand même, voilà, par exemple, les Ocampa aussi qu'on voit dans la série Star Trek Voyager, etc., etc. Les Orions, les créatures du Continuum Q, très important aussi dans la série, qu'on revoit encore, on va dire, dans la série Picard, dans la saison 2, n'est-ce pas? Bon, de toute façon, je vous spoil pas trop. C'est dans le trailer, et on le voit assez rapidement. Voilà. Donc, la gamme des Cypher, très belle esthétiquement parlant. Au niveau du système de jeu, je suis un peu plus mitigé, mais ça n'en reste pas moins, on va dire, une belle version pour ce qui est en tout cas des données techniques et des données au niveau de l'univers qui sont distillées à l'intérieur. Et donc on va terminer par le plus gros morceau, celui pour lequel je pense vous êtes arrivé, donc c'est à 50 minutes. C'est évidemment la version Star Trek Adventures la plus récente, qui est justement celle qui nous concerne de nos jours. Star Trek Adventure, c'est vraiment la nouvelle version de Star Trek qui, aujourd'hui, avec la popularité des séries, a permis, on va dire, au jeu de percer, et surtout à l'univers, de percer vraiment de belle manière dans notre univers ludique. Avec un jeu, avec un système, on va dire, propre, hein, donc c'est le système maison de chez Modifius, le système 2D20, qui est également utilisé dans plein d'autres jeux. Donc Conan, Dune, Infinity, plus récemment, il y a également Dishonored, etc., etc. Donc voilà, le système de D20, c'est vraiment le système quasiment de tous les jeux à licence de chez Modifius. Et donc on a affaire vraiment à une nouvelle mouture, vraiment, mais également une nouvelle approche, malgré tout, de la licence à travers son système de jeu et également aussi la manière dont nous est proposé en fait l'univers de jeu. Parce que là, de base, on vous propose de jouer dans l'univers donc, de Next Generation, mais il y a possibilité également de jouer dans d'autres, on va dire, dans d'autres chronologies. Donc c'est possible également de jouer dans la période de The Original Series. Également, c'est prévu, ou donc de varier, on va dire, plus ou moins les propositions ludiques en faisant des choses plus proches de Deep Space Nine, plus proches de Voyager, etc. Donc est-ce qu'on est plus dans l'exploration, dans le diplomatique, dans le militaire? Là, on a un jeu complet qui, en un propose justement de faire ce que plusieurs jeux avant proposaient de faire. Bon, la version Decipher proposait également de jouer dans plusieurs de ces périodes, en un seul livre. Et là, celui-ci, vraiment, le fait de manière vraiment très globale également, et c'est plutôt intéressant de le voir de cette manière. Donc là, c'est la version limitée VO, parce que moi j'ai acheté la gamme qu'en VO, hein, je ne l'ai pas acheté en français. Moi je l'ai trouvé en plus la couverture vraiment super jolie. Mais vous donc vous aurez un bouquin avec une autre couverture. En fait, normalement la couverture, elle ressemble à quoi? Si mes souvenirs sont bons, elle ressemble à ça. Hein. Donc ça c'est le livret de découverte qui était donné gratuitement dans les boutiques pour pouvoir découvrir le jeu. Donc si vous avez encore la possibilité de la main dessus et que vous voulez vous faire un avis, c'est quand même pas mal de se faire une idée sur l'univers et sur le jeu avec vraiment un scénario de base et des pré-tirés. Donc c'était vraiment une très très bonne initiative, voilà, avec les pré-tirés à la fin. Donc là au niveau du système, c'est comme je disais le système 2D20. Donc on va ajouter un attribut et une discipline qui va nous donner donc un nombre à peu près sur 20. Mais bon, généralement dans le système Star Trek, on est aux alentours de 11, 12. Si on est vraiment très très fort, on peut aller, je pense, maximum jusqu'à 14, 15. Et le but, c'est de faire évidemment, en lançant 2D20, le plus possible de succès
en faisant donc en dessous ou égal de cette somme attribut plus discipline. Donc globalement, de base, on peut faire maximum de succès. Bon, la difficulté des actions allant de 0, 1 à 2 succès, souvent quand même à 2 difficultés maximum, donc 2 succès à obtenir. Mais s'il y a des difficultés supérieures, on peut donc dépenser donc, des points de momentum, une sorte de points d'héroïsme, qu'on génère en fait en faisant des actions avant, des actions d'éclat, qui vont nous permettre, si on a des succès excédentaires, à les transformer justement en points de momentum. On peut avoir donc une réserve de momentum de groupe maximum de 6 points, sachant que voilà, la réserve baisse de 1 à la fin de chaque scène, quand la pression retombe d'une certaine manière. Et autour de tout ce système-là, voilà, on rajoute des dés. On peut le maître du jeu, lui, il a donc des points de menace qui lui permettent d'acheter des dés supplémentaires aussi pour ses PNJ, pour faire des crasses, comment dire, aux, à ses joueurs, et c'est plutôt sympa. Bon, moi je l'ai testé, comment dire, ce système-là. Il fonctionne très bien, hein. Bon, il n'y a pas de problème. Il y a juste au niveau des dés, comment dire, des dés, on va dire, de dégâts, que je trouve que c'est un peu fastidieux. Il faudrait voir à la longue comment ça se goupille. Mais j'ai l'impression que voilà, il y a des petits ajustements à faire pour que ça soit un peu plus létal, je trouve, parce que le système fait que les personnages quand même ne craignent pas énormément, sauf à commencer à utiliser vraiment des armes avec des gens qui veulent vraiment les tuer. Bon, c'est à la limite, c'est logique, on est dans l'univers de Star Trek, on aura plus tendance, eux, de leur point de vue, à essayer de vouloir neutraliser l'ennemi plutôt que le tuer, de le vaporiser, hein, on est d'accord. Mais surtout, ça se voit pour le système de combat de vaisseau. Je trouve que voilà, quand on est, on va dire, à classe de vaisseau équivalent, il faut vraiment commencer à faire des succès, on va dire, très impactants en termes donc de succès et donc de statistiques pour vraiment endommager très sérieusement le vaisseau. Il faut faire des critiques en clair si on veut, voilà. Sachant que c'est des D6 propriétaires qui sont quand même beaucoup plus faciles à utiliser qu'en faisant des conversions avec des D6 classiques. Donc c'est un peu gênant aussi, on est obligé quand même d'utiliser des dés spéciaux. Bon, ça va, les dés en question sont dans la boîte de base. Donc voilà, vous avez dans la boîte voilà, ces fameux D6 avec donc des symboles d'impact, des symboles on va dire de succès critiques spéciaux. Mais bon, alors, on peut les convertir avec des D6, hein, je suis d'accord, normaux, mais bon voilà, c'est on va dire ça nous oblige à jongler enfin à jongler de manière supplémentaire pour lire les résultats, et je trouve ça un peu pénible à certains égards, voilà, parce que c'est pas très intuitif, quoi. Donc la gamme de Star Trek Adventure, pour ce que j'en ai en tout cas, donc ils ont déjà une excellente boîte d'initiation, donc que voici, qui est vraiment, voilà, au niveau des boîtes d'initiation, Modifius, ils sont quand même vraiment pas mauvais. On a à l'intérieur, donc comme je vous le montrais, des jetons, des jetons de personnages, en fait, hein, c'est des tokens, des dés, donc les D20, c'est des D20 classiques, ça, il n'y a pas de problème, mais donc les D6, comme je vous disais, c'est des D6 spéciaux. On a ensuite deux livrets. Un livret donc qui explique les règles en quelques pages, qui est vraiment très très bien fichu. Voilà, moi concrètement, à chaque fois que je veux refaire une partie, je relis ce bouquin-là plutôt que de me taper le bouquin de règles en entier, où tout est un peu plus, on va dire, et moins dense. Et là, ça permet en fait de réviser le système de jeu en l'espace de quelques pages. Voilà, il y a une douzaine de pages à lire et on a globalement tout le système de jeu, le système de combat, système de résolution et système on va dire, de combat de vaisseau. Ce qui est, on va dire, le nécessaire, strict nécessaire pour jouer à Star Trek. Et une très sympathique campagne en 3 scénarios, A Star Beyond the Stars, voilà, qui est inspiré, on va dire, d'un épisode justement de Next Generation, où donc on a donc l'acte 1, donc The Last Ship, donc voilà, part 1 donc de Alcubierre, part 2 donc We Are Not Ourselves, et partie 3 donc The Pierced Veil. C'est vraiment une petite campagne qui se suit. Rien que voilà pour on va dire ce scénario là, je pense que
comment dire, la boîte d'introduction est on va dire, quasiment un passage obligé. Vous avez ensuite la fiche du vaisseau, donc, que vous allez avoir, donc l'USS Magellan, un classe Galaxy. Donc c'est pour ça que vous commencez déjà, vous avez quand même un vaisseau qui est loin d'être c'est pas une vieille chariote, hein, c'est pas une brouette. Et vous avez donc des personnages pré-tirés, donc vous en avez 5. Donc voilà, le premier officier, donc le capitaine, l'officier donc le con officer, donc l'officier comment dire des opérations, le chief engineer, donc l'ingénieur en chef, le chef de la sécurité et le chef, l'officier médical. Évidemment, dans un équipage de Star Trek, vous serez assez, on va dire, poussé, si je puis dire. C'est même extrêmement logique hein, pour, on va dire, impliquer de manière directe les personnages à, on va dire, leur donner évidemment la tête d'être le chef de leur département. À savoir que donc les départements à l'intérieur d'un vaisseau, donc il y a le département de commandement, voilà, donc il y aura le capitaine, il y aura donc le second qui sera intéressant à avoir. Au niveau donc du département donc de la sécurité, bah, il y aura le chef donc de la sécurité en chef, hein, enfin oui, voilà, le chef de la sécurité. Il y aura donc le chef du département des opérations, qui est donc celui qui va être le pilote en chef, qui va également avoir accès aux communications, etc. Il y aura également donc le département médical, où donc là vous aurez 2 personnages importants, le médecin en chef et le conseiller de bord, qui est le psychologue de bord en fait, hein, le responsable du moral du moral de l'équipage. Et après, donc, le département scientifique, le dernier, très important. Donc là, vous avez l'officier scientifique en chef qui, donc, lui, va être, on va dire, le spécialiste donc, des phénomènes. Alors après, dans les domaines scientifiques, il y a énormément de spécialités. Et celui qui sera, évidemment, le plus impactant, évidemment, c'est celui qui est le spécialiste donc, des phénomènes cosmologiques, des phénomènes astronomiques, etc. Qui aura, on va dire, le plus on va dire, d'intérêt, puisque dès qu'il va y avoir un phénomène un peu étrange qu'ils vont rencontrer, c'est lui qu'on va appeler pour donner ses analyses. Et également, il y a des plans comme ceci qui permettent, donc, avec les jetons qui vous sont donnés, de jouer toutes les scènes d'action, sachant que vous avez aussi donc, derrière de quoi jouer sur ces maps les combats spatiaux, etc. Mais c'est surtout pour jouer en fait les scènes de combat. Voilà, vous avez donc ces petites maps là qui sont pas très grandes mais qui sont assez pratiques et qui permettent assez rapidement de faire visualiser, on va dire, les scènes de combat. Donc voilà, cette boîte là, je vous la conseille vraiment, absolument. Elle est pas très chère en plus en VO. En VF, je sais plus si elle existe. Star Trek Adventure première édition, il existe. Donc le kit du maître de jeu, le guide d'initiation et dernier voyage. Ouais. Et en plus, donc il y a les bouquins comment dire, des opérations qui ont commencé à être traduits en français, mais je crois qu'il manque le dernier, hein, si mes souvenirs sont bons. Donc la gamme en français est un peu, on va dire, poussive, un peu, je dirais, à l'arrêt, parce que le jeu en français, voilà, Arkane a vraiment l'intention, hein, j'en ai parlé avec Mathieu Saintou, le patron d'Arkane, ils ont vraiment la volonté de vouloir proposer le jeu, comment dire, au public français. Le seul problème, c'est qu'évidemment, au niveau du succès, ça ne suit pas par rapport à, on va dire, à un jeu plus mainstream. Voilà, malheureusement, Star Trek n'est pas une licence qui nourrit son homme, si je puis dire. Et donc, ils le font vraiment plus par passion et par respect pour la petite communauté de fans que réellement par intérêt économique, hein, parce que c'est pas du tout rentable pour eux à ce niveau. Ce qui est bien dommage. Donc, on a eu un livre de base. Donc, moi, voilà, c'est la version collector, mais elle est identique, hein, à celle de base, sauf que bon, la couverture est différente. Et on a aussi une grande carte, on va dire, la carte que je vous ai montrée. C'est la carte de la galaxie, de notre galaxie. Donc, un bouquin tout de même de 390 pages, où donc vous avez vraiment tout dedans. Donc, voilà, vous avez
le background de Star Trek qui vous est exposé sous la forme d'articles. Alors moi, c'est pas la forme sous laquelle j'ai vraiment le plus, on va dire, de plaisir à découvrir un univers de jeu, mais bon, l'univers de jeu, je le connais, donc c'est pas grave. On nous décrit après, donc évidemment, le système de jeu, la création de personnages, les différentes races justement jouables. Donc dans celles qui vous sont proposées de base, il y a donc Andoriens, Bajorans, Bétazoïdes, Dénobulan, Humains, Tellarites, Vulcains, Trill. C'est vrai que j'ai oublié de parler des Trill, donc cette race qui accepte des symbiotes qui ont emmagasiné, on va dire, les souvenirs de leurs précédents hôtes et qui sont donc en quelque sorte une sorte de mémoire, on va dire, depuis plusieurs siècles de, des précédents réceptacles qu'ils ont eus. Alors, en plus, voilà, le fait de recevoir comment dire, un symbiote est un grand honneur, on va dire, pour les Trill. Voilà, c'est développé ça dans Deep Space Nine, mais on en parle aussi dans Voyager. Voilà, je vous laisserai redécouvrir si jamais. Mais bon, il y a toute une histoire autour de ça qui est très intéressante pour ce qui est de la race. Donc la description ensuite des compétences des différents phénomènes. Donc voilà, on a toutes les règles relatives à l'exploration. Vraiment, tout est décrit de manière beaucoup plus détaillée dans tous les aspects. Les règles de combat, les règles sur la technologie, l'équipement. Les règles ensuite après donc sur voilà la fédération, tout ce qui est donc colonie, le combat spatial, les différents types de vaisseaux, voilà, qui vous sont décrits par le menu. On a la même chose. Donc là, on est face quand même à toujours papier glacé, très très lourd, mais voilà, avec un fond noir. Donc moi, je ne m'en plaindrai pas, vu que j'ai les yeux qui saignent quand, voilà, rien qu'à la lumière du soleil. Donc pour moi, ça me convient tout à fait. La description ensuite des vaisseaux, on va dire, ennemis, des conseils de maîtrise, des conseils aussi pour utiliser les règles, des caractères de PNJ, les règles d'expérience, voilà, et on a normalement donc oui, les règles pour créer ces missions, euh, les, euh, les valeurs, on va dire, des personnages non joueurs. Il y en a pléthore. Et normalement, il y a aussi, est-ce que je ne dis pas de bêtises? Ah oui, les artefacts aliens et adversaires. Euh, un bestiaire également, donc les bestioles qu'on peut rencontrer dans la galaxie. Et la dernière partie, donc The Rescue at Xerxes 4, donc qui est une mission qui vous est proposée à la fin on va dire, du livre de jeu. Bon, la mission est assez courte. Alors, trouver des scénarios Star Trek, en plus il y en a plein qui sont pas chers en PDF achetable en VO, ou on va dire gratuit sur Drive-Thru. Il y a vraiment possibilité de trouver plein de choses, donc vous serez jamais en reste. Bon, si vous lisez l'anglais, sinon bah, vous regardez un épisode de Star Trek et puis bah, vous l'adaptez. Alors l'écran est dans un format extrêmement pas normal, ce qui fait que pour ranger dans une ludothèque c'est vraiment un cauchemar, mais par contre il est plutôt classe, avec donc tous les tableaux derrière pour justement gérer la partie. Donc normalement il y a à peu près tout ce qu'il faut pour gérer. De toute façon, voilà, une partie de Star Trek ça se gère quand même très RP, avec quelques jets de compétences. Quand il y a des conflits, bah, généralement c'est très tactique, donc voilà, ça se règle, je pense, normalement assez rapidement. Bon, en tout cas pour moi, les combats que j'ai pu mener en utilisant cette version là, ça a jamais trop traîné, hein, faut quand même se le reconnaître, parce qu'on était plus, on va dire, sur essayer d'obtenir des effets, enfin des objectifs tactiques que réellement d'éliminer son ennemi. On est vraiment pardon, on est vraiment dans cette optique là. Alors après, une série de livres, ceux-là je les ai achetés parce qu'ils sont vraiment très sympas. Et les 4 sont parus, donc c'est les sourcebooks, comment dire, des cadrans de la galaxie. Donc le premier qui était paru, donc c'est le cadran gamma. Donc le cadran gamma, on a donc justement, bah, donc c'est là où débouche, comme je le disais, le vortex Bajoran.
Donc on a la description dedans du Dominion, justement, des mondes du Dominion, et plein de nouvelles règles relatives, on va dire, donc justement j'allais dire aux Elders, à la race des anciens, et donc aux Gemadar, aux Vorta, etc. Et à tout ce qui est relatif à cela, voilà, avec les caracs et le dessin du Defiant. Euh, donc ça, c'est pour le cadran gamma. Donc on a tout ce contexte-là qui nous est présenté et qui permet, donc plus les races, on va dire, qui sont présentes également dans le, comment dire, le, le cadran gamma. Euh, le cadran ensuite alpha. Donc là, dans ce livre sur le cadran alpha, vous avez donc la, comment dire, c'est là où il y a donc la, comment s'appelle, la station de Deep Space Nine, justement, c'est son emplacement d'origine, juste à côté donc de Bajoran, ou pas loin. Et vous avez donc la description donc de Bajor, de l'Union Cardassienne, de l'Alliance Ferengi, des Bryn également, qui sont donc une race assez dangereuse de semi-mercenaires pour le Dominion, plus ou moins. Donc voilà, tout cela est décrit, plus donc des règles supplémentaires, donc des nouveaux life paths, hein, donc des historiques qui vous permettent de créer des personnages spécifiques, avec également donc les vaisseaux cardassiens, Ferengi, Bryn, qui sont également décrits, plus donc voilà la station Deep Space Nine. On a le, le descriptif. Ensuite, le cadran bêta. Donc là, au niveau du cadran bêta, on a la description donc, de la Fédération des Planètes Unies, parce que c'est là que l'essentiel des mondes sont justement dedans. Donc l'Empire Klingon, l'Empire Romulan, l'Empire Orion et l'hégémonie Gorn, dont je vous parlais. Voilà, donc on a tout cela qui est décrit là-dedans, plus donc les mondes de la Fédération. Donc chaque fois, c'est à peu près chaque livre est sur le même modèle. Si vraiment vous avez besoin, on va dire, de données techniques ou de données, on va dire, purement de lore, factuel, pour ce qui est, on va dire, de certaines races ou de certains événements politiques ou militaires, et de données militaires et diplomatiques, tout est là dedans. Et le dernier, on va y arriver, avant que je meure. Le cadran delta, donc là on a la description évidemment du cadran delta, de ses spécificités, les quelques races et surtout évidemment les Borg, avec donc la description des vaisseaux Borg, du collectif Borg, voilà, des cubes Borg, des sphères Borg, voilà, vous avez toute la géométrie Borg en direct. Donc voilà, moi je pense que c'est vraiment les suppléments dont vous avez besoin. Donc il y a toute une série également identique où là donc on vous décrit les, donc les régions de la galaxie. Et ben on a la même chose pour ce qui est, on va dire, de chaque département on va dire de Starfleet. Donc on va dire command, un operation, un scientifique si mes souvenirs sont bons. Donc vous avez ces trois bouquins, hein, donc, qui décrivent donc les trois gros départements, donc le département de commandement, donc avec des règles supplémentaires sur justement donc tout ce qui est, on va dire, autour de la chaîne de commandement, donc avec voilà, des règles supplémentaires pour faire des officiers vraiment spécifiques par rapport à leurs fonctions. Pareil donc pour tout ce qui est operation, où vous allez avoir aussi donc voilà, pour développer des personnages autour donc des tâches qui leur incombent, donc tout ce qui est ingénierie, pilotage, etc. Et scientifique, évidemment, où vous allez avoir des choses plus spécifiques sur donc les médecins, évidemment, les psychologues de bord, donc les conseillers, et donc les différentes sections scientifiques à l'intérieur donc d'un vaisseau de Starfleet destiné évidemment à l'exploration, à l'analyse des phénomènes spatiaux. Voilà, donc moi c'est des bouquins que je me suis pas procuré parce que voilà, je connais suffisamment et j'ai pas besoin vraiment de règles supplémentaires. Il y a vraiment largement ce qu'il faut, je pense, dans le bouquin de base pour gérer ce genre de choses. Mais si vous voulez vraiment développer ces aspects, il y a ces bouquins-là qui existent.
Et enfin, le dernier qui est sorti et que moi je trouve vraiment excellent, c'est The Klingon Empire, où là vous avez vraiment un jeu à part entière, un jeu standalone, où vous allez pouvoir jouer un équipage de Klingons dans un vaisseau Klingon qui va faire des choses de Klingon. C'est-à-dire que ça va dépoter très sérieusement du genou. Donc là vous avez un bouquin voilà, de quasiment 400 pages, 395 pages, voilà, avec du Klingon partout, une mise en page vraiment très spécifique, voilà, avec où sont décrits vraiment toute la culture Klingon. Et c'est vraiment un jeu standalone, donc vous avez également tout le système de jeu qui vous est proposé. Voilà, les rituels, tout, on va dire, les spécificités très, très sympathiques de la société Klingon, leur système politique, etc. Donc là, on change vraiment complètement de point de vue, on change complètement de bord. La description de toutes les maisons Klingon, on va dire, d'importance aussi. Et voilà, et donc vous allez pouvoir créer un personnage Klingon dans le détail, avec ses spécificités, son tableau de chasse, parce que bon, pour être un bon Klingon, il faut avoir de l'honneur, et donc avoir fait la guerre, et avoir fait la guerre honorablement, avoir fait des combats, avoir tatané ses ennemis. Aussi bien Klingon que Romulan ou gens de la Fédération, avec donc une fiche de vaisseau également spécifique. Donc vous avez probablement votre oiseau de proie Klingon pour pouvoir voler dans l'espace, occulter et attaquer les vilains vaisseaux de la Fédération ou les vilains vaisseaux Romulan qui viennent dans votre espace. Donc vraiment là, si vous voulez jouer cet aspect, le truc est, enfin la proposition est très très bien fichue. C'est vraiment vraiment très très sympa. Et donc il y avait un pack écran qui est sorti pour l'instant pour donc un Game Master Toolkit. L'écran est d'un meilleur format, je trouve, et il est plutôt sympa. Et en tout cas, il n'est pas hors format complètement comme l'écran de la première de l'édition de Star Trek, de l'édition normale. Il y avait également dans le pack pas mal de choses. Donc il y a un scénario, The Sleeping Beast, plus des fiches de personnages pré-tirés et de résumés de règles. C'est uniquement des résumés de règles. Oui, et puis donc une carte de l'Empire Klingon. Je pensais qu'il y avait des personnages pré-tirés. Non, c'est que des rappels en fait de tous les aspects des règles du jeu. Voilà, donc ça c'était pour le Klingon Empire, qui est donc en quelque sorte le premier le premier spin-off entre guillemets de justement la gamme Star Trek Adventure, et qui est vraiment, moi je trouve, voilà, c'est une c'est couillu, je trouve, c'est vraiment une proposition extrêmement originale. J'ai pas encore pu le tester parce que je sais pas si j'ai les gens assez hardcore, assez malades pour pouvoir coller à ce genre de proposition, à jouer des Klingons qui vont se donner des coups de tête pour savoir qui est le chef. Ça va être un peu compliqué, mais en tout cas voilà, ça offre malgré tout une toute nouvelle perspective qui pour moi malgré tout me semble extrêmement intéressante. Donc voilà, c'était pour la gamme Star Trek, donc ce qui existe à ce jour, donc voilà, de la version du début des années 80 jusqu'à nos jours. Ça fait quand même quasiment 30 ans de Star Trek en jeu de rôle, donc de la version 84 jusque là, donc on est en 2022, donc on est à quasiment 40 ans. Ce qui est tout de même voilà, pléthorique. On a un univers qui lui donc existe depuis la fin des années 60, qui continue à être développé, que ce soit donc en série télé, ce qui est son média, on va dire, d'origine, et son média, on va dire, favori, avec des séries quand même qui ont... on peut les critiquer, mais il y a quand même de très bonnes idées, de très très bonnes choses qui vous sont proposées. Moi j'aime beaucoup la série Picard. Un peu plus la saison 1 que la saison 2 à vue de nez là, puisque la saison 2 est en cours. Mais bon, je ne boude pas mon plaisir parce que j'aime beaucoup Patrick Stewart, j'aime beaucoup Jean-Luc Picard de toute façon. En plus, il est français. Et donc, ça quand même, voilà, ça reste un très très bon divertissement en termes cinématographiques et en termes de série. Et en jeu de rôle, je pense qu'on devrait lui donner beaucoup plus sa chance, beaucoup plus de place, parce que bah voilà, c'est un univers qui est franchement tellement plus riche et tellement plus intéressant sur énormément d'aspects que celui de Star Wars, je suis désolé de le dire, mais bon, il a eu aussi le temps et les possibilités de se densifier
à travers toutes les séries télé et dérivés et films qui ont pu, on va dire, naître sur nos écrans. Certes, il y en a beaucoup plus que Star Wars, quoique maintenant avec les séries animées, on arrive quelque peu à rattraper un peu la densité d'univers développé, mais moi je trouve quand même que il n'en reste pas moins plus intéressant sur le développement des races extraterrestres, de la politique, on va dire des rapports entre les individus, des enjeux aussi qui sont proposés. Parce que voilà, Star Trek, on est quand même dans un monde utopique qui, on va dire, n'a d'utopique que peut-être la surface. Et quand on gratte un petit peu, la Fédération, c'est pas aussi beau qu'il y paraît. Hein, voilà, mais bon, sous des airs de nous voulons la paix, bah, en fait, c'est un peu des gros enfoirés. Pas mal d'aspects. D'ailleurs, on le voit très très bien dans Deep Space Nine. Hein, je vous laisserai regarder la série, vous verrez à quel point c'est loin d'être des gentils quand même. Hein, la fin justifie les moyens, comme dirait l'autre. Après, on peut pas leur en vouloir, ils veulent protéger la population, mais bon, quand on le fait comme des sagouins, enfin comme des enfoirés, eh ben, faut assumer. Voilà, c'est tout. Donc voilà, c'était pour ma revue donc, des différents jeux Star Trek, la première grosse vidéo de la semaine. J'espère que vous aurez tenu jusqu'au bout. Voilà, je mettrai quand même des références pour que vous puissiez retrouver vraiment la description de la gamme que vous voulez à l'intérieur de la vidéo, même si je vous conseille de regarder toute la vidéo. C'est quand même plutôt... voilà, j'essaye là, j'ai failli faire 2 vidéos pour éviter que ça soit trop long, mais je me suis dit, bon, après tout, là, c'est la grosse vidéo de la semaine. Elle mérite bien voilà, de durer un petit peu plus longtemps. Et comme ça vous permet, on va dire, de tout savoir ou presque sur Star Trek. Donc, mettez des pouces, des commentaires pour m'encourager à continuer dans cette voie. Je l'espère que ça vous plaît. Je sais qu'il y en a beaucoup à qui ça plaît. Malgré voilà, les petits désagréments, les petits problèmes techniques qui parfois m'entachent quelque peu et pour lesquels j'essaye de faire au mieux, mais bon, c'est pas évident. Voilà, et puis j'espère que nous nous retrouverons sur d'autres aventures. Donc d'autres jeux de science-fiction vont suivre, de space opera vont suivre dans la semaine. Ne les manquez pas non plus. Et on se retrouve comme d'habitude le mercredi en live pour débattre de choses et d'autres, que je vous montre d'autres trucs et que je vous parle également d'autres choses. Voilà, donc c'était Magna Magister pour Star Trek. Et paix et longue vie et prospérité à vous. Et surtout, jouez bien et jouez bien à Star Trek. À bientôt.